Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour notre dernière session de mobilisation. Je m'appelle Teshila Berry et je suis directrice du programme pour Communautés saines du Canada. Mon travail se concentre sur comment les communautés peuvent créer des villes saines. Nous avons une discussion très intéressante à venir aujourd'hui. Avant de continuer davantage, je voudrais mentionner quelques questions techniques. Quiconque veut écouter en français, c'est possible, nous avons l'interprétation simultanée et vous pouvez y avoir accès en cliquant l'icône en forme de globe en bas de votre écran. Pour quiconque veut des sous-titres, veuillez cliquer sur CC également en bas de l'écran. Pendant que les gens attendent ou rejoignent la session, veuillez vous présenter dans le clavardage, dire d'où vous nous rejoignez également. Moi-même, je vous rejoins de, ju- de l'extérieur de Toronto, sur les territoires traditionnels de nombreuses Premières Nations, y compris les Haudenosaunee, Wendat et Métis, en ce qu'on appelle Newmarket, Ontario. Et une chose que je voudrais rappeler, c'est que nous reconnaissons ce territoire comme acte de réconciliation et comme milieu pour tout notre travail. Notre placemaking collectif et notre création de communauté a lieu sur des territoires traditionnels et dans certains cas non cédés de nombreuses Premières Nations. À ce moment-ci, je voudrais inviter mon collègue Yann de CFC de partager quelques paroles avec vous également. De FCC de partager quelques paroles avec vous. Bonjour, Guillaume, je crois que vous étiez en sourdine. Oui, merci. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Yam Bekele, je suis coordonnatrice de programme chez Fondation communautaire du Canada et je travaille en particulier sur l'initiative des communautés saines, surtout dans un rôle de soutien pour offrir un soutien au projet, aux récipients, pour du travail administratif ou pour les aider à naviguer des changements au projet et pour assurer que les projets puissent franchir la ligne d'arrivée. Je suis établi dans le territoire non cédé de la nation algonquienne Anishinaabe. Je suis très heureuse d'être ici et d'entendre les avis de nos panélistes et de chacun d'entre vous par rapport à ce sujet très intéressant. Et je veux aussi reconnaître l'équipe impressionnante de l'IUC de faciliter les événements comme celui-ci. Merci. Merci, Yam. À ce moment-ci, je voudrais aussi accueillir notre invité spécial, nos invités spéciaux qui nous rejoignent au cours de la session. Gia de Ville 880, Mickey de, Go- de l'île Mentolin et Avery de Goldrich. Nous avons aussi Patricia, qui sera notre facilitatrice visuelle. Vous voyez son travail ici à l'écran. Son travail sera affiché à l'écran à plusieurs reprises au cours de la session pour capturer de meilleurs visuels certains des thèmes clés qui seront discutés aujourd'hui. Sans en dire davantage, je voudrais laisser la parole à Giovanni qui nous rejoint de Ville 880 pour animer la première partie de la session. Bonjour Gia. Merci beaucoup Teshila. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui. Bonjour à tous. Bienvenue à notre session intitulée Comment les leaders communautaires peuvent-ils créer des villes saines? Pour la session d'aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les leaders communautaires et les organismes comme les vôtres et sur comment vous créez déjà des villes saines ou comment vous pouvez créer des villes saines. Pour me présenter, je m'appelle Gia Benny, je suis gestionnaire de projet pour 880 Cities. 880 Cities est un organisme à but non lucratif basé à Toronto. Nous sommes orientés par un concept très simple. Si tout ce qu'une fusion dans nos villes était créé pour un enfant de 8 ans et une personne de 80 ans, c'est un principe qui définit notre organisme depuis les 18 ans de notre existence et qui nous oriente toujours quand nous travaillons avec les villes. Notre travail est aussi orienté par les enjeux de classe, de genre, de sexualité et de race. Nous existons depuis les 18 ans
Nous avons travaillé avec plus de 350 villes en plus de 5 continents. Notre mission est de déclencher des tensions et de remettre en question le statu quo afin de créer des villes plus saines, plus équitables et plus durables pour tout le monde. Nous aspirons à des villes saines, heureuses et durables dans lesquelles les gens peuvent grandir et vieillir, où chacun a droit à une mobilité active en toute sécurité, à des espaces publics accueillants et accessibles, et à des processus de développement urbain actifs. Quand nous travaillons avec des villes, nous croyons en ces trois droits: le droit à l'espace public, le droit à la mobilité et le droit de participer. Le droit à l'espace public veut dire que chaque résident a droit à des espaces comme des parcs publics et dynamiques. Le droit à la mobilité veut dire que chaque résident a le droit à des trottoirs, des pistes cyclables et des transports en commun sûrs et accessibles. Et le droit de participer veut dire que chaque résident a le droit de participer au processus de création de la ville. Mais nous croyons aussi que nous avons une responsabilité envers la Terre et envers les uns les autres. Ce qui nous mène à notre question. Comment les leaders communautaires peuvent-ils créer des villes saines? Chez ATD Cities, nous travaillons beaucoup avec les décideurs et le personnel de différentes villes. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur ce que faisons les organismes et les facilitateurs du changement et ce qu'ils peuvent faire. Comment vous pouvez créer du changement sans trop d'investissement de ressources. Et j'espère que la discussion d'aujourd'hui va vous inspirer à faire ça. Commençons la discussion en définissant ce qu'est une ville saine. À votre avis, comment définiriez-vous une ville saine? Si vous pourriez proposer votre définition dans le clavardage, nous allons commencer comme ça. Donc, j'ai vu quelqu'un qui dit ville marchable, quelqu'un d'autre a dit mobilisation forte, quelqu'un d'autre a dit logement pour tous, marchable, variété d'entreprises, épicerie à domicile, adapté aux piétons, vert pour tous les groupes d'âge, surréactif, inclusif et diverse, où tout le monde a des logements stables, connectés, sûreté et cohésion sociale, ou une ville où tout le monde a l'opportunité de s'épanouir. Ça s'aligne avec beaucoup de ce que nous faisons déjà chez AT&T Cities. Nous sommes inspirés par la définition de l'OMS, selon laquelle une ville saine se définit comme un processus et non comme un résultat. C'est une ville qui crée et améliore toujours son environnement social et physique et qui développe les infrastructures sociales nécessaires pour que les gens puissent s'aider les uns les autres à vivre et à se développer et à atteindre leur plein potentiel. Et c'est pour ça que nous travaillons toujours pour faciliter des transformations saines dans les villes et les communautés. Tout ce que vous avez dit, nous nous engageons toujours à améliorer toujours constamment nos processus. Donc, il n'y a pas d'idée unique des villes saines. Une ville saine, c'est une ville qui s'engage pour la santé de sa population et qui peut faire le suivi de son progrès vers l'obtention de ses objectifs de ville saine. Par où commencer en tant qu'organisme communautaire? Quand vous lancez un programme ou un projet, quelles étapes pouvez-vous mettre en place pour arriver vers cet engagement de créer une ville saine? J'espère que ça vous encouragera d'envisager vos programmes et vos projets comme processus. Donc, j'ai 5 points pour vous. L'un, c'est d'adopter une approche fondée sur les atouts existants. Deux, c'est de fonder le pacemaking sur la nécessité de faire progresser l'équité. Trois, d'impliquer la communauté à tous les niveaux. Quatre, de tester les idées de la communauté, de recueillir ses réactions. Et cinq, d'élaborer un plan. Un, d'adopter une approche fondée sur les atouts existants. Quand nous lançons un projet, commencez avec les atouts existants. Chaque communauté a des atouts différents. Et c'est toujours important de travailler avec des atouts existants. Ça peut être des atouts physiques, institutionnels, communautaires et même des récits. Voilà une photo de notre événement Ville Rue ouverte à Thunder Bay en 2014. Nous avons utilisé un actif physique, la rue, et nous avons activé la rue avec des actifs existants comme les entreprises et les troupes de danse. Si vous devez réfléchir à vos atouts en communauté, réfléchissez aux atouts existants dans votre communauté. Ce sont les bases de votre projet, euh, avec l'emplacement et les partenaires avec qui vous collaborez. Ça fera de votre projet un effort plus collectif
et vous pourrez créer des relations pour continuer la collaboration et le processus. Deuxième point, fonder le placemaking sur la nécessité de faire progresser l'équité. En tant qu'organisme communautaire, vous êtes tous des pacemakers et la communauté est au cœur de ce que vous faites déjà. Le placemaking transforme les espaces publics, faisant de la communauté l'objectif. Donc, dans vos projets de placemaking, demandez-vous quels groupes sont touchés par votre travail. Est-ce que vous écoutez leur voix? Y a-t-il des obstacles à l'accès à la vie communautaire vibrante que vous voulez créer pour certains groupes? Voilà une photo de Kitchener, en Ontario, où nous avons un feu sacré avec le gardien des feux. Ça offre un espace accueillant pour les personnes autochtones où ils peuvent relaxer, ce qui nous mène à l'étape cruciale d'impliquer la communauté à tous les niveaux et d'utiliser la communauté à tous les niveaux. Ça veut dire tous les groupes d'âge, les races, les classes, etc. Parce que si vous voulez créer des changements à long terme et si vous vous engagez à créer une ville saine, nous devons continuellement impliquer ceux qui connaissent bien la communauté, c'est-à-dire les habitants de la communauté. La mobilisation de ce genre veut dire de visiter là où se trouvent les gens, de ne pas s'attendre à ce qui vous visitent, d'être inclusif et de valoriser le temps des participants et de s'assurer que la participation vale la peine pour eux. Ensuite, tester les idées de la communauté et recueillir ses réactions. Une fois que nous entendons les avis de la communauté, mettez à l'épreuve. Ça n'a pas à être une grande production, ça peut être des interventions simples où nous utilisons des matériaux plus légers, plus faciles à fabriquer, mais qui ont des impacts élevés pour faciliter le placemaking. Et quand vous faites de tels événements, recueillez des données parce que cette rétroaction et ces données permettront de créer un récit pour le financement futur et permettront aux gens de réfléchir à un concept de ville saine. Cette photo particulière, c'est de Brampton. Il y a eu une mobilisation communautaire et une transformation basée sur la rétroaction des membres de la communauté. Ensuite, nous avons recueilli les commentaires et nous avons pu formuler des recommandations pour la ville pour créer une stratégie à long terme. Ce qui me mène à mon dernier point, stratégiser. Quand vous avez mobilisé la communauté, quand vous avez des idées et de la rétroaction, vous avez les fondements d'un plan stratégique. Il ne s'agit plus d'un seul événement, ça commence à faire partie d'une stratégie plus large pour impliquer toute la communauté. Donc voilà mes 5 points. Je voulais aussi souligner ces petits exemples de notre programme. À AT&T, notre mission est de mettre à défi le statu quo et de créer des facilitateurs de changement à tous les niveaux. Ça veut dire des maires, des membres du personnel, des élus, mais aussi des facilitateurs de changement. Le changement durable arrive à tous les niveaux. Donc, je voulais souligner ces 3 facilitateurs de changement qui créent des impacts avec des ressources limitées et qui contribuent à des villes saines. Ce sont des facilitateurs de changement de l'un de nos programmes qui s'appelle Facilitateur de changement communautaire Ontario. C'est un programme pour des gens qui veulent créer davantage d'idées pour mobiliser l'espace public et pour faciliter l'inclusion sociale. Le programme est ouvert aux candidatures, donc si vous êtes intéressé, je vous encourage à déposer la vôtre. Voilà, Nitursan, un photographe et un analyste des données. Son projet s'appelle C'est à côté. C'est une carte de photo archivale à Scarborough et à Toronto. Il y a aussi une composante de réalité augmentée où les membres de la communauté peuvent utiliser leur appareil mobile pour voir une photo ancienne de leur emplacement actuel. Ça dépend donc de l'interaction directe avec la communauté et facilite l'apprentissage au sujet des parcs entourant la communauté. Ensuite, je veux souligner Noël, une activiste transgenre et une activiste en service social à Scarborough, qui réfléchissait à comment utiliser les vêtements qui ne peuvent plus, les vêtements usés, comment les réparer et les donner à des fins communautaires pour contribuer à une économie circulaire. Nous avons aussi Avery, de la même cohorte de facilitateurs de changement, et nous aurons la vie d'Avery plus tard. Voilà Samantha Loney, qui est une cinéaste métisse de Barrie, Ontario.
Métis Voyageux, c'est un podcast pour et par des jeunes métis qui veulent répandre la connaissance de la culture métisse. Le balado visite différents endroits en Ontario pour partager des histoires au sujet de ce que ça veut dire d'être un métis. Samantha s'est rendu compte que c'était nécessaire de mobiliser les voix des jeunes métis et c'est pour ça qu'elle a créé ce balado. Donc, je voulais vous donner ces exemples de facilitateurs de changement qui ont un impact sur la communauté avec leurs, entre guillemets, petits projets, des gens qui transforment les environnements économiques, physiques et sociaux de leur communauté, qui facilitent le soutien mutuel dans toutes les fonctions de la vie pour aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Si vous concevez, si vous avez une idée particulière des villes saines, cette petite discussion va peut-être vous aider à recalibrer votre attitude concernant les villes saines par rapport au processus et aux engagements nécessaires pour faciliter le changement. Il n'y a pas de petits projets. Nous, aucun projet n'est petit en ce qui concerne les villes saines. En tant qu'organisme et en tant que leader communautaire, vous savez ce dont a besoin la communauté et vous pouvez créer ce changement dans votre communauté. Ceci étant dit, je vais arrêter le partage et je vais faire appel à Avery et Mickey pour la discussion en panel. Bonjour Avery. Bonjour Mickey, oui, je peux vous voir. Impressionnant. Alors commençons avec une introduction de chacune d'entre vous. Si vous voulez vous présenter et expliquer sur quel projet vous travaillez actuellement. Mickey, voulez-vous commencer? Je ne veux pas, mais je vais commencer. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici. Je m'appelle Mickey Fox. Je suis coordonnatrice de programme pour un organisme ici à l'île Denman. Et je voudrais prendre un moment pour reconnaître notre territoire ici. L'île d'Annemann correspond au territoire traditionnel non cédé du peuple Pentach, les Comox, les Siamon et les Qualicoutes. Je suis très heureuse de pouvoir habiter et vivre ici. Le projet sur lequel nous travaillons est juste derrière moi. C'est l'espace de récréation couvert. C'est né d'une initiative suite à la COVID, quand nous avions besoin de lieux de rassemblement communautaire sûrs. C'est le projet sur lequel nous travaillons. Très heureuse d'être ici. Impressionnant, merci Mickey. Avery, à vous. Bonjour, je m'appelle Avery Baker Greaves. Je suis basé à Goderich, en Ontario, à proximité du lac Huron. Je suis fondatrice de la boîte alimentaire de Goderich et je suis l'une des 22 récipientes des subventions de facilitateurs de changement communautaire. Et nous sommes situés sur le territoire traditionnel des Haudenosaunee. Donc, selon vous, qu'est-ce que c'est une ville saine ou une communauté saine? Et oui, je vais commencer avec vous. Pour moi, j'aborde cette question d'une perspective rurale. J'ai toujours habité dans des communautés rurales. J'habitais dans une communauté de 1200 et maintenant j'habite à Goderich avec une population d'environ 8000 personnes. Goderich est à 1 heure et demie de London, Ontario, l'agglomération urbaine la plus proche. Donc, de mon point de vue, une communauté saine, c'est une communauté qui a toutes les nécessités médicales, sociales, physiques dont les gens ont besoin pour entretenir leur mieux-être. Donc, les gens ne devraient pas avoir à sortir de leur communauté pour que ces besoins se remplissent. Et je dirais que Goderich est assez chanceux. Nous avons l'un des seuls hôpitaux dans notre municipalité qui est ouvert 24 heures sur 7. Nous avons beaucoup de boutiques de vêtements et de souliers. Et oui, habitant auparavant à Lucan, à 15 minutes de London, habitant, déménageant à Goderich, je pensais que je serais toujours à London, mais nous visitons très peu la ville parce que Goderich est si autosuffisant.
Et même avec cette capacité d'avoir accès au véhicule, mon époux, avec certaines difficultés liées à sa santé ces quelques derniers mois, et nous avions l'impression de peut-être avoir à l'amener à une communauté avoisinante pour qu'il puisse voir un spécialiste à 1 heure d'ici, mais le spécialiste est venu nous visiter. Nous avions la capacité de visiter, mais nous étions très chanceux. Et le fait que l'hôpital et le système médical soient prêts à faire ça pour les gens, je ne pense pas que nous recevrions le même niveau de soins dans un espace plus grand. Et c'est tellement, tellement important. Parce que Godrich se trouve sur la plus grande mine de sel au monde, si vous ne connaissez pas. Cette mine de sel est un employeur assez lucratif, mais malgré ça, il y a beaucoup d'itinérance, beaucoup de gens en difficulté dans la communauté. Il y a beaucoup de gens à la retraite, de gens qui ont travaillé dans les mines, mais aussi beaucoup de cols bleus ou de gens qui ne peuvent pas travailler actuellement, qui n'ont pas accès à l'emploi. Merci, Avery. Oui, l'autosuffisance, le lien entre ça et le mieux-être, la capacité d'avoir toutes les infrastructures dont vous avez besoin pour que vous et votre famille, pour que leurs besoins puissent être remplis, les services d'urgence également, ce sont des points très valides. Mickey, qu'est-ce que c'est une communauté saine à votre avis? Merci beaucoup. J'adore ce que fait votre organisme, Gia. C'est fantastique. J'apprécie beaucoup ce niveau de perspective sur ce qui crée une ville saine. Nous ne sommes pas une ville. Nous sommes le contraire d'une ville. Nous sommes complètement entourés par l'eau. Il y a un traversier de 10 minutes qui opère seulement jusqu'à environ 11 heures du soir en été. Donc, nous sommes une communauté rurale isolée. Et cette communauté, depuis aussi longtemps que j'habite ici, est sortie des ressources traditionnelles et s'est rassemblée en tant que communauté à travers de nombreuses différentes expériences des membres de la communauté. J'ai habité une grande ville depuis pendant environ 25 ans et c'est une expérience très différente d'habiter ici, seulement parce que nous nous voyons plus souvent, plus fréquemment, par hasard en différentes situations. Pour moi, une ville saine, une communauté saine, c'est un lien interconnecté de relations entre des gens, entre les gens et les territoires et entre les gens et les ressources. Comme l'a dit Ashley, au sujet des écarts de ressources, nous faisons il n'y a pas d'employeur unique, mais il y a beaucoup de services, de prestataires de services comme des nettoyeurs à domicile, des ébénistes, des menuisiers, des travailleurs sur la ferme qui assistent les gens qui achètent les maisons plus dispendieuses. Donc, il y a une certaine écart de richesse, mais il y a beaucoup de partage de ressources sur l'île d'Elman. Et pour moi, c'est ça ce qui a l'impact le plus important sur le mieux-être des habitants. Le fait d'avoir des relations, le fait d'être interreliés, le fait d'avoir de la compassion les uns pour les autres, le fait d'être interconnectés quand les gens ne peuvent pas avoir accès à leurs propres ressources ou créer leurs propres ressources. Il y a un engagement très durable pour créer du mieux-être communautaire à travers le partage de ressources. Merci, Mickey. C'est une manière très puissante d'exprimer ça. Je me dis, il s'agit peut-être d'avoir ce village avec vous. Effectivement, c'est critique. Et nous travaillons pour 8, 80, j'adore ça. Où vous grandissez et vous vieillissez avec cette connexion pour vos vies entières. C'est quelque chose qui nous manque tellement dans nos cultures modernes. Et de revenir à ça, c'est une très belle expérience. Merci. À travers vos projets, pourriez-vous expliquer vos projets et aussi comment vous contribuez à vos communautés et à des communautés saines? Donc, le garde-manger gratuit de Go Outreach, c'est un organisme organisant 3 différents gardes-manger marchables à différents lieux à Godrich.
Je sais que la région de Toronto a des établissements semblables, mais ce n'est pas tellement le cas à l'ouest de Toronto. Donc, 3 petits greniers et une petite bibliothèque gratuite, 2 au centre-ville et un centre plus près de nos écoles primaires et de nos écoles secondaires. Tout le monde dans la communauté peut contribuer à ces gardes-manger. Donc, Godrich, comme nous l'avons dit, il y a beaucoup d'écarts de richesse et d'inégalités économiques. Mais heureusement, il y avait déjà 2 banques alimentaires. Par contre, nous avons ces 2 banques alimentaires, mais l'accès aux banques alimentaires n'est pas équitable. Nos 2 banques alimentaires sont situées sur la même rue, au sud de la ville. Du centre-ville, il s'agit de 3 kilomètres dans les 2 directions. Et c'est encore pire si vous habitez au nord de la ville. Donc, beaucoup de personnes à qui nous avons parlé, qui utilisent le petit garde-manger, c'est parce qu'ils n'ont pas de transport, ils ont des enjeux de mobilité, peut-être qu'ils utilisent des béquilles, une canne ou des appareils de mobilité parce qu'ils attendent une opération, peut-être parce qu'ils ont eu une très mauvaise expérience et ils ont essayé de travailler avec Patty à la banque alimentaire et Patty était méchante avec eux, était difficile. Patty a quitté il y a 7 ans, mais à cause de cette expérience, ils ne veulent pas utiliser la banque alimentaire. Donc, les boîtes alimentaires, les gens peuvent les utiliser sans peur de jugement. Nous les mettons à disposition dans des régi- régions publiques, mais il n'y a pas, il y a davantage de confidentialité. Il n'y a pas de maison directement devant, donc personne ne dit, ah, voilà Dave, encore une fois, au garde-manger. Donc, c'est possible d'utiliser sans peur de jugement. Beaucoup de gens iront chercher une boîte après le coucher du soleil. C'est un très bon programme également parce que ça mobilise les enfants de 8 ans et les gens de 80 ans. Quand je fais une présentation à l'école à propos de ça, je verrai des enfants à l'épicerie une semaine ou deux plus tard. Ils diront, ah, voilà, regardez ce que nous achetons pour le garde-manger. Donc, le fait d'avoir ce petit impact positif et de faciliter la participation, c'est très important. C'est incroyable. Merci, Avery. C'est bien de voir l'impact sur les enfants aussi. Super. Mickey, peux-tu élaborer un peu sur ton projet et comment il contribue à une communauté saine? Oui, nous avons plusieurs projets dans notre organisation, mais celui que j'ai discuté avec de Shaila, c'est vraiment ça, l'espace de loisirs couvert et son objectif est sorti de COVID. On avait besoin d'avoir un espace sécur pour se rassembler. On a besoin de protection du soleil et de la pluie aussi. Donc, c'est ouais, c'est vraiment un énorme espace. Je pense que c'est 40 pieds par 80 pieds. Je ne connais pas les dimensions précises, mais bon, il est très bien construit. C'est pas encore terminé. Alors voilà, c'est un processus en continu. Mais l'objectif de cet espace de loisirs couvert, c'est de s'assurer que tout le monde, peu importe leur capacité, leur statut socio-économique, leur âge, etc., qu'ils puissent se rassembler ici, qu'ils puissent en fait participer dans des activités communautaires et des communautés des sportifs, etc. Alors, on essaie de desservir les gens. Alors, on a collaboré, par exemple, avec une agence qui s'appelle Farm to Family, qui prend des aliments récoltés localement et les intègre dans des repas et les vendent aux familles à un peu de coût. Alors voilà, on va planifier des repas intergénérationnels ici. Alors, il y a des personnes de la communauté qui vont venir ici aussi pour manger. Alors, on va travailler aussi avec notre groupe de réconciliation pour s'assurer d'intégrer des pratiques autochtones et avoir beaucoup plus de
façon d'être autochtones et d'essayer de les intégrer dans nos façons de faire. Je ne sais pas comment le faire, mais on a des gens qui sont des experts là-dedans et nous guident dans ce processus. Alors, je pense que la façon que nous avançons avec ce projet, c'est vraiment une très belle construction et ça va être merveilleux. Et c'est vraiment une question de rassembler les gens qui ne se rassembleraient pas autrement. Et donc, avec cette mobilisation entre les générations, ou donc, par exemple, quand il y a une banque alimentaire, on a besoin d'avoir des dons des gens qui n'en auraient pas nécessairement besoin ou n'ont pas eu cette expérience, ben, ils vont se rappeler de la personne, Sarah, par exemple, et le fait qu'ils l'avaient rencontrée et peut-être offrir un don parce qu'ils savent que ce que les autres personnes vivent. C'est ce que nous essayons de créer avec des activités qui sont ludiques, qui et qui comble des besoins vraiment à travers toutes ces agences qui collaborent avec nous. Alors voilà ce que nous faisons ici. Oui, donc ça revient donc à l'approche euh, par des atouts de la communauté ou peut-être des actifs dans la communauté et de s'assurer en fait de faire un effort collectif pour partager ces atouts, ces actifs. Alors voilà, que fut le plus grand défi pour vous à mettre en œuvre vos projets? Pour nous, ça a été le manque de lien entre le comité exécutif du garde-manger et le public général. Parfois, le public pense qu'on ne fait pas assez, on bouge trop lentement, mais ils ne sont pas conscients du fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Alors, quand j'ai commencé ce projet, le processus de planification m'a pris 150 heures. J'ai dû parler avec des avocats, j'ai dû aller chercher mon certificat de sécurité des aliments, j'ai dû parler avec la municipalité de Goderich. Ils nous ont appuyés, ils nous ont permis en fait de mettre le projet sur leur terrain. Et on a dû aller chercher de l'assurance. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Bon, bien que ça peut paraître qu'on ne fait pas grand-chose, le public ne comprend pas qu'il y a il y a beaucoup d'étapes. Alors, il y a eu un cas récent, il y a un mois et demi environ. Malheureusement, nous avons eu des cas de vandalisme au garde-manger. La plupart du vandalisme, on a pu réparer assez rapidement, 24 à 48 heures pour les réparations, mais le cas le plus récent a complètement détruit un garde-manger au complet. Alors, on a essayé de chercher une solution, de faire une boîte en métal au lieu d'en bois pour s'assurer de la pérennité du bois, de la boîte. Et pendant le processus de 2 semaines que ça a pris pour faire cela, quelqu'un a mis, de la communauté a mis en fait une espèce de cabinet de cuisine sur le poteau et on a dû le démonter parce qu'en tout cas, il n'a pas comblé bon, tous les besoins en matière d'assurance. Donc, la communauté a été très déçue et frustrée avec cette décision parce qu'ils pensaient qu'on ne reconnaissait pas cette personne-là, mais on était très reconnaissante en fait, mais ils ne comprenaient pas que nous avons plusieurs paramètres et de normes que nous devons combler. En fait, il n'a pas. Et donc voilà, ce fut le plus grand, la plus grande lutte est vraiment cette espèce de manque de connexion entre la communauté, le public et les gens qui travaillent au sein du projet. Donc oui, on a fait un aperçu de toutes les raisons pourquoi on ne pouvait pas garder ce cabinet-là, par exemple, pour expliquer au public pourquoi quelles étaient les raisons. Merci Avery. Désolé d'entendre qu'il y a du vandalisme, hein. Il y a toujours cette tension. Les gens pensent que vous ne faites pas assez, mais vous faites beaucoup de choses, certainement. Et je pense que beaucoup de personnes sur cet appel peuvent comprendre cela. Est-ce que vous avez eu des défis similaires, Mickey? Oui, merci, Avery. J'adore votre projet. C'est fantastique d'avoir cela dans votre communauté et toute la réflexion que vous avez faite et aussi tout l'entretien que ça demande. Donc, je vous salue. Alors, la communication, pour nous, c'est le plus grand défi, non seulement avec la communauté, mais aussi au sein de notre organisme. Alors que nous agrandissons et que nous avons plus de ressources et plus de choses à gérer, nous perdons
cette interconnectivité essentielle et on travaille très fort pour ramener cela, que ce soit avec notre conseil ou que ce soit avec les utilisateurs finaux de nos produits et avec notre équipe. Alors, la communication est quelque chose de très essentiel sur ce projet. Comme vous le voyez, c'est vraiment un grand projet et ça demande beaucoup de planification et de financement. C'est un projet à long terme. Et ça a été vraiment en fait, les gens, ils réfléchissent à ce projet depuis 1996 et nous avons commencé la construction en 2023. On était supposé terminer en décembre, mais il y a eu des retards. Alors, je pense que le point le plus critique pour nous, en termes de là où on a le plus d'apprentissage, c'est dans c'est les communications, comment nous communiquons entre nous, dans notre organisation, qui va faire quoi et comment signaler le tout, et communiquer aussi avec notre communauté. Je pense que l'organisation a fait un très bon travail de cela avant que je n'arrive. Donc, c'était en fait le recueil d'informations, d'apprendre de la communauté, ce qu'ils voulaient, ce à quoi ils voulaient que la structure ait l'air, etc., comment on va récolter toutes les données, etc. Et donc, dans la mise en œuvre, en fait, dans l'implantation de ce projet, il y a eu des montées fulgurantes des prix des matériaux. Et on n'est pas, on voulait être avec l'avancement du projet, on sent la déception chez nous, mais aussi dans notre communauté. Ils sentent que bon, on est supposé l'avoir pour cet été, pour que les gens puissent louer l'espace pour des mariages, entre autres. Et là, la communication dans l'organisme, comprendre pourquoi on fait cela et s'engager à aller de l'avant et croire dans notre objectif. Parce que si on n'y croit pas, ben, je pense que ça peut juste tomber à l'eau. Alors, qui est impliqué? Quelles sont les personnes critiques ou essentielles? Et si quelqu'un n'est pas capable de faire le travail qu'ils avaient prévu de faire, de combler cet écart-là. Et, parce que sinon, on perd on perd vraiment notre élan. Surtout en termes de l'organisation du projet et aussi en termes du savoir-faire. Alors oui, comment communiquer au sein de notre organisme, mais aussi avec la communauté. Alors, prendre la rétraction que nous recevons avec grâce aussi. Et donc, comprendre aussi quels sont les conseils qu'on a vraiment besoin d'employer, etc. Et comment répondre rapidement et comment donner toutes les informations nécessaires pour que les gens puissent se sentir au moins comprendre où nous en sommes avec le projet, etc. Alors, voilà, la communication, c'est la chose la plus importante, le plus grand défi. Oui, c'est certain que la communication est essentielle. C'est un élément clé dans la plupart des projets qu'on fait. Et bon, on ne peut pas communiquer assez, n'est-ce pas? Incroyable. Est-ce que vous avez des conseils pour d'autres personnes qui mettent, qui mettaient en œuvre présentement leur projet? Et oui, je dirais, n'essayez pas de tout faire vous-même. Donc, quand on a lancé notre projet, j'ai essayé de trop faire. Et je pense que oui, on était à Toronto en août de 2022 et ce mois-là, je suis parti. Une fois que je suis arrivé chez nous, j'avais fait 150 heures dans un mois. J'ai un travail à temps plein, j'ai une famille. Alors, j'ai faisais tout de à août à décembre. Et c'était en fait aller devant le conseil de Goderich, de restocker les trois garde-manger régulièrement, aller chercher les aliments, donc au supermarché, etc. Alors oui, on a eu beaucoup en fait de food drive. Alors il y en a eu un. En fait, on a fait une collecte. Et donc, je n'ai pas eu vraiment de pause du tout. Donc, quand on a fait, en tout cas, la collecte de denrées alimentaires, on en a fait plusieurs. Alors, à Noël, j'ai dit, je ne peux plus faire ça. Alors, on a créé notre comité directeur. Et initialement, il y avait 16 personnes sur ce comité. Et ça m'a vraiment éberlué, en fait, le fait qu'avant cela, je prenais le rôle de ce que 16 personnes allaient faire dorénavant. Alors, on avait des gens qui étaient dédiés aux réseaux sociaux, on avait deux menuisiers, on avait des personnes pour faire les livraisons. Alors, même dans ce rôle de gestionnaire, je trouvais que c'était trop pour moi, en fait, parce que là,
on décidait des tâches lors des réunions et bon, parfois il y avait personne qui répondait et je n'acceptais pas le silence, alors j'entreprenais toutes sortes de choses, alors je continuais à entreprendre bien trop. Alors c'est une question de d'écrire toutes les responsabilités que j'entreprenais dans ma fonction et donc il y avait 34 tâches régulières que je faisais, encore une fois, redistribuer le reste. Alors, on ne peut pas aider les autres si on ne peut pas nous aider nous-mêmes. Si on vit, par exemple, un épuisement, hein? La deuxième chose que je dirais, oh, on a... Donc, avant de commencer le processus de planification, je me suis assise avec des gens dans la communauté de Goderich que je savais qu'ils allaient utiliser, qui allaient probablement utiliser le service du garde-manger, surtout les personnes sans-abri. Et donc, c'était incroyable ce que j'ai appris en parlant avec ces personnes. Et je n'aurais jamais pensé qu'ils vivaient ce type de situation parce que je viens d'une situation privilégiée. Alors, pour moi, c'était très ça a vraiment valu la peine, en fait, pour notre projet. Merci, Avery. Ce sont deux bons conseils. Donc, déléguer les tâches et vous avez mentionné que vous aviez 34 fonctions à vous seul et évidemment, du côté du projet, comprendre les besoins. Ça, c'est essentiel. Merci. Mickey, quels sont vos top conseils? Oui, je comprends tout à fait, Avery. Donc, partager l'énergie. J'ai beaucoup d'excitement. En fait, ça m'enthousiasme beaucoup, en fait, la communauté. Alors, si je partage cet enthousiasme et cette énergie positive, ça aide, en fait, à partager la tâche et partager la charge de travail. Alors, ça, c'est quelque chose de très utile. Demander de l'aide. Ouh, ça, c'est gros pour moi, culturellement. Je peux tout faire, je suis capable, je suis capable. Alors, oui, l'épuisement, encore une fois, alors demander de l'aide a été vraiment très bénéfique pour moi personnellement et pour le projet aussi. Très bénéfique, franchement. Alors, oui, allez voir les gens avec lesquels vous travaillez régulièrement, donc un petit texto, un message rapide. Et la gratitude, l'appréciation, partagez votre appréciation pour les gens qui font beaucoup d'efforts, qui sont là et qui sont des champions. Et là, on se concentre comme ça sur notre actif, nos actifs. Alors, oui, il faut, j'ai écrit reconnaître notre IA, qu'on a des dépassements de coûts, par exemple, qu'on n'aurait jamais pu prédire, en fait. Donc, il faut vraiment reconnaître ce sentiment de dégoût un peu, parce que là, la communauté a des sentiments un peu similaires. Alors, reconnaître ce côté négatif, ça crée davantage de compréhension en général et plus de compassion pour les personnes qui se pointent pour faire ce travail. Et ça, ce fut très bénéfique pour notre projet, certainement. Merci, Mickey. Donc, beaucoup d'acceptation et partager les tâches. Voilà. Merci. Ma prochaine question. Y a-t-il eu... Est-ce que votre projet actuel le seul, ou est-ce qu'il y a d'autres projets qui ont été inspirés par une politique au niveau municipal ou quelque chose qui a été déclenché par bon, un projet venant d'une autorité comme cela. En 2017, nous avons commencé à remarquer qu'il y avait des personnes sans abri à Goderich. On a une bibliothèque ici dans la communauté. Donc, ouais, voilà, je vois toutes sortes de démographiques. Alors, en 2017, on avait trois ou quatre messieurs qui venaient à la bibliothèque du début à la fin toute la journée. Ils dormaient dans la bibliothèque toute la journée. Ils faisaient cela pendant tout l'hiver et ils le faisaient bon, au printemps aussi.
Ils sortaient pendant les mois d'été, ils avaient des campements, par exemple, dans la forêt, et on les voyait de nouveau à l'automne. Alors, c'était nouveau pour la communauté de Goderich et personne ne savait quoi faire. Et bon, il y avait une mentalité de ah, pas chez moi, pas dans mon arrière-cour. Alors, de voir l'unification autour de cette affaire. Et donc, on a créé le comité de Goderich. Il y avait un représentant de chacune des plus grandes organisations. Alors, j'étais là pour représenter la bibliothèque. Il y avait un représentant pour certains groupes de services et pour le centre médical. Et il y avait aussi le maire. Et il était le président de ce comité. Alors, à ce moment-là, on a essayé de déterminer dans deux des plus grands enjeux auxquels on faisait face comme communauté et comment on pourrait les résoudre. Alors, je faisais partie de ce comité pendant un an ou deux. Alors, on essaie d'identifier l'itinérance et l'isolement social comme les enjeux les plus importants et on faisait une collecte de fonds pour essayer de lutter contre ces deux enjeux. Alors, on m'a présenté l'idée des gardes-manger gratuites à ce moment-là. Alors, ce n'était pas nécessairement des joueurs municipaux, mais il y avait des joueurs municipaux qui étaient impliqués. Alors, en 2022, quand j'ai vu l'opportunité avec OCC, j'ai fait une demande et on a du financement aussi de la municipalité. Et la municipalité, et je dois dire que les gardes-manger ne sont pas juste pour les personnes sans abri, mais bon, ils ont inspiré le projet. Donc, dans la dernière année, la municipalité s'est jointe aux autres municipalités dans le comté pour ériger une organisation pour se préparer aux urgences, pour parler, par exemple, bon, de différents enjeux, comme par exemple le manque d'aliments et donc oui, il y a certaines synergies qui se crée entre ce que vous faites et ce que la municipalité fait. Alors, à Denman Island, quelle est la situation, Mickey? Oui, nous sommes une communauté très unique. Les îles du Golfe sont très uniques. On fait partie du district de Comox Valley. Voilà notre municipalité. Ils ont soutenu ce projet depuis le début. Et comme j'ai mentionné plus tôt, c'est sorti d'un besoin d'avoir un point de rassemblement sécur parce que les gens vivaient des impacts majeurs parce qu'ils ne pouvaient pas se rassembler pendant COVID. Et alors, ça, ce fut une grande partie de l'initiation de ce projet. Alors voilà, je pense que ça va encore plus loin que les municipalités, ou plus haut que les municipalités, si vous voulez. Alors, notre municipalité soutient beaucoup ce projet. On a une relation avec eux. On présente lors de certaines de leurs rencontres ou les réunions pour le collecte de fonds. On demande des sous si notre projet rencontre les paramètres, etc. Donc, le Comox Valley District, c'est deux villes et un village et nous sommes tous très différents. Nous sommes des communautés très différentes. Nous avons aussi d'autres organisations communautaires qui sont financées par le district de Comox Valley pour être des administrateurs du financement et d'autres ressources. Alors, on parle avec eux aussi et ils soutiennent et appuient notre projet et ils offrent du soutien social et pécunier. Alors, voilà. Merci, Mickey. Merci, Avery, aussi, d'avoir partagé vos idées et pour avoir répondu à toutes mes questions. Mickey, il y a quelqu'un dans le chat, Sandy, qui pose une question. Si vous pourriez partager votre courriel, ils veulent vous contacter. Alors, je pense que nous pouvons maintenant passer à la séance de questions et réponses. S'il y a des questions que les participants veulent pas poser directement, merci beaucoup à vous trois pour ce qui a été partagé juste ici. J'étais un peu entré dans une espèce de transe en vous écoutant, ça me rappelle de cette idée des villes en santé, comment on peut l'utiliser
tellement de communautés différentes, des petites régions, en tout cas en région aussi, même sur une île. Alors, il y avait beaucoup de questions sur comment ce concept, on pourrait appliquer ce concept à des villages, des petites villes, et avec ces histoires qui ont été partagées, j'espère que jusqu'ici, les gens ont pu tisser ces liens et comprendre comment on peut adapter ces différents projets dans leur communauté pour lancer la session de questions et réponses. Nous avions une question qui a été soulevée aujourd'hui et je me demande si ça pourrait être une question. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos réponses à cette question dans le chat. Donc, la question était, y a-t-il une chance qu'il y ait quelque chose ici qui pourrait montrer la différence entre la planification et d'autres activités comme la mobilisation, faire un virage vers la co-création ou la création conjointe? Alors, y a-t-il, si je comprends bien la question, y a-t-il des exemples de co-création en termes de la création de communautés saines? Donc, n'hésitez pas à partager des histoires pertinentes dans le clavardage, aussi, en tout cas, d'autres projets que vous voulez partager avec nous. Pour nos panélistes, je pense qu'il y a déjà quelques exemples de création conjointe que nous partageons. Mais s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez discuter à ce sujet, ben voilà, soyez à l'aise de le faire. Donc oui, nous travaillons sur quelque chose présentement. Nous créons donc un petit garde-manger mobile. Alors tout groupe dans la communauté, ça peut être un groupe de jeunes, par exemple. Ils vont dire, ah, ben on va avoir un événement tel et tel jour. Est-ce que vous pouvez remplir le garde-manger avec des collations? Alors voilà, on va partir cela bientôt et là, voilà, ça permet davantage d'engagement et j'ai mentionné l'école aussi, ça c'est notre exemple. Une autre chose qu'on fait, nous, donc 4 fois par année, nous allons faire un appel à la communauté, tout le monde peut se joindre à nous et on va remplir des boîtes à lunch. On va remplir par exemple 150 boîtes à lunch que nous pouvons utiliser dans le garde-manger pendant les en tout cas les prochains mois. Merci beaucoup, Avery, et je suis très heureuse de voir qu'il y a des jeunes qui sont mobilisés pour ces projets aussi. Il y a beaucoup de questions sur l'implication de la jeunesse. Alors oui, je suis très content de savoir que vous avez pu intégrer les écoles. Ça, c'est une façon que vous avez pu amener votre projet. Donc oui, je pense que si on peut dire au monde qu'ils peuvent en fait avoir des heures de bénévolat, ça peut aider beaucoup. Oui, nous utilisons cela aussi pour, oui, accumuler des heures de bénévolat. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Nous pensons à la co-création de différentes façons. Il y a de la co-création au sein de la communauté pour combler la mission, donc beaucoup d'engagement ou de mobilisation auprès de la communauté, mais aussi de la transformation physique des lieux. Donc, de rassembler la communauté pour vraiment peindre, par exemple, mur, ou en tout cas, sortir des chaises ou toutes sortes de choses. Alors oui, ça crée un sentiment d'appartenance au projet. Et oui, par exemple, le garde-manger, oui, c'est une question. Oui, ça vient, c'est une partie de la co-création aussi, de donner ce sentiment d'appartenance. Merci beaucoup, Gia. Y a-t-il des réflexions de votre côté, Mickey? Oui. Rapidement, cet espace, on l'appelle le pôle. Alors, vous voyez que les murs ont été peints ici. Donc, ça, c'était un projet de co-création. En fait, tout le monde qui voulait venir ici, on a de faire toute la peinture et on disait, voilà, vous pouvez peindre ce que vous voulez. Alors, oui, voilà, on a une artiste qui est venue faire, en fait, une autre, des dessins autochtones par-dessus. Alors, il y a certaines choses qui sont mises en relief, mais voilà, en arrière, c'est les contributions du public en général. Alors, quand les gens viennent ici, si on participait à la peinture ici, les gens se sentent plus connectés
et ils sentent qu'ils appartiennent à l'espace. Et là, voilà, ça s'en va. Donc, c'est ce qu'on essaie aussi de faire aussi avec ce projet à l'extérieur. Donc, on veut que les gens participent dans les projets de nettoyage, etc. Et qui partagent aussi leurs idées sur ce qu'ils veulent. Donc, la co-création n'arrête jamais de cette façon-là. Une chose que j'ai appris à faire, c'est juste d'appeler. J'appelle le monde, c'est de voir ce qu'ils font avec la communauté. Je leur demande s'ils veulent faire telle chose, s'ils veulent en fait demander euh, une subvention, etc. Et cela génère beaucoup d'enthousiasme. Ça nous donne vraiment toute l'inertie que nous avons besoin pour terminer les projets. C'est toujours là, hein? Et ça prend beaucoup de planification, mais avoir cette énergie et cette synergie de plein de personnes qui font de la co-création, ça rend ça augmente notre capacité de pouvoir terminer les projets et ça nous donne l'énergie à long terme que nous avons besoin pour faire ces projets. Oui, c'est un bel exemple et c'est bien de voir, d'entendre en temps réel que vous avez pu créer cet espace pour les membres de la communauté, de faire partie de ces projets, même depuis ses débuts. C'est tellement rafraîchissant d'entendre en fait que cet élément de co-création, ça a permis aux gens d'amener leur point de vue et leurs besoins à l'avant-plan et de contribuer de façon euh, ben, significative. Alors, comme je vois dans le chat, il y a beaucoup de réponses aussi. Je vais encourager les participants de continuer à partager leurs exemples ou leurs réflexions. Et s'il y a moyen pour que les gens restent en contact et de soutenir ce processus de co-création. Juste s'il y a des gens qui viennent de la même région, la même île, la même province, n'hésitez pas à partager vos coordonnées dans le chat. Donc, le prochain ensemble de questions, nous avons eu une question de l'Alberta, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Et c'était toutes des questions qui avaient rapport à l'implication des municipalités. Je sais que vous avez toutes parlé donc du rôle du gouvernement à soutenir vos projets. Est-ce qu'il y a des approches que vous pouvez partager avec les personnes sur cet appel, sur comment ils peuvent avoir davantage d'implication du gouvernement? J'ai fait une espèce d'aperçu. Donc oui, voilà, des approches que vous pouvez partager sur comment on peut aller chercher l'implication du gouvernement ou de la municipalité locale. J'étais tellement chanceuse que l'année où le petit garde-manger de Godrich a été lancé, c'était une année d'élection municipale. Nous avons 5 conseillers et il y avait probablement 12 candidats pour ces 5 postes. Immédiatement, immédiatement, 7 ou 8 d'entre eux ont communiqué avec moi et ont dit: «Prenons un café, asseyons-nous et parlons-en». Parce qu'ils s'intéressent à apprendre davantage au sujet de ce qui se passe en communauté et voulaient trouver des choses avec lesquelles la communauté pouvait vraiment se connecter, qui pouvaient soutenir, augmenter leur popularité. Donc immédiatement, je parlais sans cesse avec chacun d'entre eux, mais c'était excellent. Parce qu'une fois qu'ils ont été élus, je pense que 3 ou 4 des 5 qui ont été élus, c'était des gens avec qui je m'étais assis. Donc quand j'ai écrit au conseil demandant leur permission, ils savaient déjà tout. C'était assez drôle à ce moment-là, parce que le maire ne connaissait pas du tout le projet. Et c'était à l'ordre du jour, un jour, le maire a dit au conseiller Trevor: «Conseiller Trevor, pouvez-vous nous parler de ce projet?» Et Trevor a dit: «Oui, nous devons l'approuver immédiatement». Et le maire a dit: «Je ne sais pas ce que c'est, j'ai besoin d'un peu de contexte». Donc, de mon point de vue, ça a été un niveau très personnel. J'ai eu la chance de connaître certains des membres avant à travers le travail, parce que je les vois à des événements depuis longtemps, etc. Donc, il y avait cet élément personnel, mais juste de ne pas avoir peur de communiquer. Même ici, aujourd'hui, ici et là, je vais lancer un courriel à l'un d'entre eux ou je vais envoyer un message sur Facebook à une autre qui est très active sur Facebook. Je pense que parfois les gens ont peur de
parler à leur municipalité, mais le pire qu'ils peuvent faire, c'est dire non et vous serez parfois surprise par le degré de soutien qu'ils sont prêts à vous offrir. Merci, Avery. Nous parlons de réseau personnel, de profiler les connexions établies auparavant. Et comme vous l'avez dit, de simplement l'oser et de faire un appel ou d'envoyer un courriel. Y a-t-il d'autres commentaires? Je veux juste faire l'écho de ce qu'a dit Avery. Dans l'immobilier, la question c'est toujours le lieu, le lieu, le lieu. Ici, il s'agit toujours de relation, relation, relation. Et de comprendre ses compétences. C'est une base de compétences que nous avons ou que nous apprenons à développer en ces postes. Et si nous ne l'avons pas et si nous ne voulons pas apprendre à développer ces compétences, nous devons trouver quelque chose, quelqu'un qui fera ça, qui sera cette personne, qui sera cette personne bien connectée, qui est prête à faire ce niveau de travail. Parce que c'est du travail. Ça nécessite de l'énergie. C'est un investissement d'énergie important pour traverser les ponts chaque jour, pour participer aux réunions municipales, d'avoir quelqu'un, vous-même ou un représentant, chaque jour aux réunions municipales pour dire nous représentons tel projet, pour avoir quelqu'un qui partage l'enthousiasme et le pourquoi et qui comprend le pourquoi, le qui, le où, le comment, pour s'exprimer de la part de ce projet si ce n'est pas vous personnellement. Parfois, c'est moi, parfois, il y a d'autres personnes qui font un bien meilleur travail dans ces réunions de haut niveau avec toutes les expressions juridiques. Ce n'est pas nécessairement ma spécialité, mais il s'agit d'avoir ces personnes-là pour créer ces ponts-là avec ces autres personnes qui ont les ressources. C'est tellement, tellement important. Et je voulais juste ajouter à ça, nous parlons beaucoup de trouver l'allié au sein de la ville, au sein des institutions avec lesquelles vous travaillez, pour ajouter à ce que je disais au sujet de rassembler des données de la communauté, de documenter votre projet pour s'assurer qu'il y a des preuves que fonctionne et que vous avez un impact. Peut-être que vous n'aurez pas le soutien pour ce projet-là, mais pour le prochain, vous aurez quelque chose pour démontrer que ça fonctionnait et que vous avez besoin de davantage de soutien. Donc, nous parlons de comment, nous, juste en étant notre nous-mêmes authentique, même si nous n'avons pas certaines spécialités, juste de partager nos expériences, c'est tellement important. Et comme l'a dit Gia, dans toutes les réponses, en fait, j'ai entendu que c'était important de chercher des opportunités, de simplement se lancer. Gia, vous avez parlé d'évaluation, de s'assurer qu'il y a des preuves de ce beau travail. Je pense tellement à nos projets, aux gens qui partagent des images, des vidéos, des témoignages. Il y a aussi une portion de notre site web qui est consacrée aux histoires survenues de nos projets et des communautés, donnant vraiment aux gens qui font le travail des opportunités de partager l'impact qu'ils ont déjà assuré et de donner un espace pour exprimer la beauté de ce travail et pour donner aux autres une chance de voir ce qui se passe. Eva a partagé quelques témoignages dans le clavardage. Une autre question qui survient assez souvent, c'est comment est-ce que les communautés et les livres prennent en compte les antécédents culturels diversifiés en définissant ce qu'est une ville ou une communauté saine. Je vais insérer ça dans le clavardage. Allez-y, Mickey. Elle s'est mise en sourdine. Nous n'avons pas beaucoup de diversité dans la communauté de Godrich. C'est généralement des personnes d'extraction caucasienne. Donc, en termes de diversité, de ce côté-là, il n'y en a beaucoup, pas beaucoup.
petit garde-manger gratuit de Godrich. Mais le fait de s'asseoir avec les personnes itinérantes, de s'asseoir avec les représentants du municipal, de juste rencontrer autant de personnes que possible pour offrir un soutien à ce projet ou pour nous donner des informations nécessaires. C'était également très important pour nous de s'asseoir avec les deux banques alimentaires qui ont offert beaucoup de soutien à ce projet. Certains membres du personnel des banques alimentaires, une dame est directrice de la banque alimentaire depuis 30 ans. Son degré d'expérience et les connaissances qu'elle a pu partager de ses expériences étaient incroyables. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu concevoir toute seule. Ça m'aurait pris 28 ans pour arriver à son niveau. Merci beaucoup, Avery. Je sais que Mickey a activé son micro à un moment donné. À vous, Mickey. Comme Avery, nous vivons dans une communauté avec peu de diversité, généralement des personnes d'origine caucasienne, mais la diversité que nous avons est très socio-économique. Et il y a aussi une diversité au niveau de l'identité personnelle, au long du spectre du genre, de l'orientation sexuelle, tout ça, ça fait partie intégrante de notre communauté. Donc le fait d'avoir cette sensibilité, des choses comme une salle de bain neutre, nous apprenons. Nous apprenons et en notre organisme comment faire ça de manière efficace. Et notre manière d'apprendre, c'est à travers les commentaires et la rétroaction de notre communauté. Nous ne demandons pas nécessairement cette rétroaction, mais ça vient, ça rentre. Et les gens disent, ah, j'ai eu cette expérience, vous devez prendre ça en compte, d'avoir cette rétroaction et de passer au-delà du, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne suis pas 100% ouvert d'aller au-delà de ça et de comprendre l'enjeu de comment nous travaillons ensemble pour cette communauté et l'enjeu de quels sont les commentaires que nous recevons et comment nous incorporons ça à nos méthodes pour travailler avec les gens et à nos considérations sur comment, quoi construire dans les différents projets que nous acceptons. Vous m'avez rappelé, Mickey, quand nous parlons d'identité de genre, la question de l'âge sur notre comité exécutif, nous avons quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme d'études secondaires et notre comptable a près de 90 ans. Et c'est très intéressant parce que notre comptable dit, qu'est-ce que vous voulez dire que vous ne pouvez pas faire ça immédiatement? Et on dit, Monsieur, elle est au secondaire et moi je travaille à temps plein, je dois faire ABC. Donc ça a ouvert les yeux aux membres de tous les différents groupes d'âge pour les aider à comprendre comment les gens abordent différentes situations différemment et ça a été très amusant par bout. Je voulais ajouter, quand nous parlons de prise en considération de différents antécédents culturels, nous avons fait un projet à Caledon, à proximité de Brampton, donc à l'extérieur de Toronto, au sujet de la mobilisation de la communauté sur les enjeux de célébration de différentes cultures. Donc, je pense que la ville, il voulait s'éloigner de Noël en tant que, pas s'éloigner de Noël, mais ajouter d'autres fêtes, célébrer d'autres fêtes également. Donc, dans la mobilisation communautaire, il y a eu beaucoup de commentaires de la communauté sud-asiatique au sujet de leur désir de célébrer le Diwali également. Et je pense que c'était en même temps. Les feux d'artifice pendant le Diwali sont devenus un enjeu contentieux. On parlait de pollution de l'air, de pollution sonore, etc. Mais ensuite, Caledon a proposé cette idée d'illuminer le ciel nocturne avec des drones pour faire ça de manière plus environnementale, plus verte. Et ils ont réussi. Donc, ils ont pris en compte la rétroaction des membres de la communauté, ils ont pris en compte les différents antécédents culturels pour créer une ville saine. Merci beaucoup à chacun d'entre vous de cette transparence dans vos réponses à ces questions. Quand nous parlons de diversité,
ça peut se manifester de tellement de différentes manières dans nos communautés. Et je pense moi-même de ce que je vois dans le clavardage. J'apprécie les perspectives que chacune d'entre vous ont proposées. Parfois, des choses sont un peu manquantes quand nous pensons à la diversité dans nos communautés. Comment pouvons-nous nous sensibiliser davantage au sujet de la diversité et nous adapter pour garder la diversité en tête et également souligner les forces? Et je pense à ce que Gia vient de partager au sujet de la célébration de Diwali. Étant dans la région du Grand Toronto, étant en Ontario, il y a beaucoup de diversité raciale dans les villes où je travaille. Et pourquoi il s'agit de se rassembler pour envisager des alternatives. Donc, je suis content que Gia ait donné cet exemple des drones lumineux qui offrent un terrain commun pour que les gens de la communauté puissent se rassembler pour ce festival des Lumières. Je regarde le clavardage. Ah, incroyable. Il y a toujours des liens qui sont partagés. Il y a toujours des exemples de ce qui se passe dans d'autres communautés. Pour passer à la dernière question, notre dernière question de, du public. Y a-t-il des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre? Si oui, je vous encourage à communiquer avec nos excellents panélistes. Au-delà de cet événement, peut-être que vous pouvez partager des infos de contact, peut-être votre site web ou vos réseaux sociaux pour continuer cette conversation au sujet du travail en cours. Je sais que sur chacun de vos sites web, il y a déjà des ressources au sujet des projets en cours, donc ce serait peut-être un bon point de contact. Notre dernière question pour la journée concernera comment créer des opportunités de renforcement des communautés et de placemaking avec des ressources limitées. Je vais ajouter ça au clavardage. S'il y a des exemples particuliers de comment vous avez pu faire ça ou d'exemples de ça auxquels vous avez assisté en communauté, on parlait de ressources en termes de financement, accès limité au financement, mais je pense que pour cet espace, nous pouvons développer ça davantage et parler de limitations, de capacité en général. Encore une fois, je l'ai réécrit, alors laissez-moi un instant juste pour le saisir dans le clavardage. Ça va être la dernière question que nous allons poser pour cette séance aujourd'hui. Alors, comment, comme leader de la communauté, les personnes qui réservent ces espaces, comment ils peuvent créer des opportunités avec des ressources limitées? Bonjour. Nous essayons de s'assurer que nos opportunités sont ludiques et engageantes. Alors oui, des opportunités pour faire la collecte de données, la collecte de fonds, pardon. On essaie toujours d'avoir du divertissement et bon, d'offrir de la nourriture. Une chose qui a fonctionné pour nous, qui est un peu différente que d'habitude, c'est de créer de l'espace pour que rien ne se passe, créer de la place pour prendre du repos dans le cadre du projet. Donc, on ne fait pas de collecte de fonds active, on n'essaie pas de pousser de l'avant le projet. Ça laisse aux gens une occasion de dire bonjour, comment ça va? Ou j'ai une idée, ou qu'est-ce que vous faites? Et ça nous permet d'aller chercher de l'engagement et d'excellentes ressources. C'est pas planifié, c'est pas comme on essaie de planifier une pause, mais pour s'assurer de pouvoir aller de l'avant, ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour du repos, pas seulement pour nous, mais pour donner au projet un peu d'espace pour respirer, si vous voulez. Et cela nous a certainement permis d'avoir des ouvertures, en fait, où on peut collaborer avec d'autres organisations qui amènent leur énergie et leur financement. Après, on collabore, mais c'est comme si on enlève, on ne pèse plus sur le gaz et ça nous permet
d'ouvrir différentes occasions et opportunités pour d'autres personnes dans d'autres organisations pour parler avec nous. Voilà, j'ai l'impression que c'est en fait une collaboration croisée de connecter avec des gens qui font déjà le travail ou qui ont une plus grande structure, une plus grande équipe, et de penser à comment on peut utiliser ces ressources pour soutenir vos projets ou vos communautés. Merci, Mickey. Alors, oui, je porte un de nos chandails. Ça sonne un peu bizarre, mais la marque, l'image de marque, ça nous a créé beaucoup d'opportunités. Les gens reconnaissent très bien notre logo à ce stade-ci et nous avons eu aussi l'occasion d'offrir toutes sortes de choses, toutes sortes d'accessoires avec notre logo. Et nous avons eu beaucoup de retours. Les gens, ils font de la promotion pour nous parce qu'ils vont porter le chandail quand ils vont à l'épicerie et quelqu'un va leur demander Oh, est-ce que vous l'avez eu? Et que les gens, ils vont ensuite aller mettre quelques conserves euh, dans la collecte, le panier de collecte. Alors voilà, nous trouvons que ce fut énorme en fait pour les gardes-manger, ces promotions. Évidemment, on avait besoin d'avoir un budget pour commander ces choses. Si vous savez que seulement deux personnes veulent un chandail, ne commandez pas 50. Prenez juste les commandes préalables et essayez d'aller de l'avant. Merci. J'apprécie beaucoup la marque, votre marque et le chandail vert. Et je suis d'accord, quand on a des ressources limitées, ben, oui, il faut essayer d'intégrer euh, du repos dans le plan. Mais ce que vous venez de dire, ça m'a aussi rappelé que, oui, il faut revenir donc à l'approche par actif. Donc, on a beaucoup d'actifs dans la communauté. On peut partager les ressources et partager l'effort avec ces personnes. Et donc, après un certain temps, ben, ils peuvent nous aider avec les promotions, ils peuvent se rallier derrière la mobilisation, etc., pour que ce soit pas juste vous d'avoir la communauté, d'engager la communauté pour qu'ils puissent continuer à faire l'engagement pour vous. Alors voilà, c'est bien d'entendre aussi, surtout dans cette ère, cette époque numérique, comment cette marche, cette marque, pardon, ça peut être en fait une façon que les gens bon, sans devoir aller dans un événement ou sans devoir être présent, on peut en fait faire la promotion à distance. Et donc, la discussion et les présentations, j'ai l'impression qu'il y a eu des conseils très utiles et des exemples clairs que les gens vont pouvoir ramener dans leur communauté. Ça crée beaucoup de matière à réflexion aussi. Moi-même, je suis très inspiré, alors je veux remercier tous et toutes de venir ici, de partager vos expériences et vos ressources en toute transparence et aussi le partage de savoir. Je pense que ce que nous avons parlé, discuté aujourd'hui, c'est des choses que les gens peuvent ramener avec eux et appliquer de différentes façons, surtout concernant les outils, comment mobiliser la communauté dès le début, comment aller chercher les réseaux de jeunesse. Ah, j'ai bien hâte d'entendre comment ces exemples vont contribuer à vos projets. Merci, Gia, d'avoir ouvert cet espace avec ce que Elicides a identifié comme les standards pour les exigences pour les villes saines et aussi Mickey pour avoir partagé tout ce que vous avez partagé aussi, comment Avery a mentionné comment on peut ramener tout le monde autour de la bouffe et sans devoir interagir nécessairement avec personne. Et donc, pensant aux prochaines étapes et ce qu'on peut faire au-delà de cet appel, j'encourage tout le monde à participer en tant que participant. Donc, et de ramener toute cette information et de continuer à partager avec nous vos idées sur les communautés saines. On veut savoir comment cette information a résonné chez vous. On a partagé un lien vers un sondage dans le clavardage. C'est l'occasion de partager les points forts ou les côtés négatifs. Et donc voilà, j'ai un courriel aussi que je vais partager. S'il y a des questions spécifiques ou vous voulez
offrir davantage de rétroaction. Mais avant de terminer aujourd'hui, je voulais m'assurer de laisser de la place pour Patricia, qui est notre journaliste graphique, pour qu'elle partage euh, quelques points forts. Merci, quelle conversation riche, un contenu. J'ai aimé comment il y a eu des expériences réelles, des vraies histoires humaines. C'est ce que je voulais en fait capter ici, la connexion, l'effort collectif, travailler ensemble, partager de la joie. Je vois beaucoup de joie dans cette image. Et je vois aussi un grand engagement à long terme. C'est quelque chose qui a été soulevé plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et oui, en tout cas, ça a été très inspirant. Je pense que ça montre que c'est un processus et que la communauté saine consiste en un processus et pas nécessairement une fin en soi. Oui, c'est très beau. Merci beaucoup de l'avoir captivé sur dans cette image. Alors, pour tout le monde qui a participé aujourd'hui, si vous avez aimé la conversation et vous avez aimé les sujets et les ressources qui ont été partagés dans le webinaire aujourd'hui, vous allez sûrement aimer les autres séances aussi. Le mois prochain, nous allons faire une autre séance sur la réservation de places, d'espace et les plazas, les places. Et donc, nous allons avoir aussi des petites discussions. On va ramener des membres de la communauté et des pacemakers. Des pacemakers, ça va être passé par des discussions. Donc, il va mettre le lien dans le clavardage pour vous si vous voulez vous inscrire. On va laisser de la place pour 10 à 15 personnes pour venir, pour se rassembler, pour discuter, avoir un dialogue ouvert sur les différents projets qui sont en cours dans leur communauté et pour partager des ressources. Et là, ensuite, on a notre prochain mobilisateur. Ça parle des places urbaines et cela va être en fait facilité par Priscilla. Donc, au nom de ACI, je vais remercier nos intervenantes d'être là aujourd'hui. Je vais aussi remercier Adrienne Louis, Patricia, Adrienne Louis qui ont fait de l'interprétation. C'est super de pouvoir parler de façon authentique et ouverte sur ce qui se passe dans nos communautés et de pouvoir quand même tisser des liens comme Patricia a démontré, de montrer comment une région peut inspirer d'autres communautés, des grandes communautés ou des petites communautés. Donc, merci beaucoup encore une fois à tout le monde. Oui, c'est notre plaisir. Je vois vos remerciements dans le chat. On a bien hâte de vous revoir. Prenez bien soin de vous.